merci beaucoup de nous rejoindre en fait ici à l'université Mohamed VI Polytechnique, aussi bien dans le beau campus que vous avez ici et surtout pour les gens qui sont en ligne. Donc voilà, après toute une semaine, je pense, d'activités intenses par rapport à la mesure de la pauvreté, donc il est temps non seulement d'appliquer ce qu'on a vu, et puis surtout de savoir à quoi ça sert. Et puis une des choses les plus importantes quand il s'agit de mesurer la pauvreté, c'est vraiment de savoir quelle est l'utilité qu'on peut donner à ce genre de mesures. Et puis une façon de le faire, c'est vraiment de faire des analyses de politique publique et même dans des situations qui sont relativement contraignantes par rapport à la disponibilité de données. Et donc, c'est pour ça que cet après-midi, on va commencer en fait la semaine parce que c'est le premier jour de la deuxième semaine de l'école d'été d'OFI. Donc, on va commencer vraiment la semaine avec une présentation très intéressante et très importante des deux professeurs d'ici de l'université, donc le professeur Twami Abdelkalek et la professeure Dorothée Boconfuso, qui vont nous parler des méthodologies en fait d'évaluation d'impact des programmes de protection sociale dans le cas du Maroc concrètement, mais surtout en termes plus général, en termes de méthodologie pour faire ce genre d'évaluation. Donc, la session, en fait, on va commencer par la présentation des deux professeurs, donc pendant 30-40 minutes. Ensuite, puisque j'ai eu le plaisir de lire le papier qui vient derrière la présentation, donc je vais faire quelques commentaires en 5-10 minutes. Et ensuite, on va ouvrir le débat aussi bien pour les gens qui sont ici dans la salle et les gens qui nous accompagnent en ligne. Donc, sans s'attarder plus, les professeurs, s'il vous plaît. Donc, le micro et l'écran, ils sont à vous. Bonjour, bonsoir. Vous avez encore le sourire après une semaine et un jour. Merci pour l'opportunité à OFI de nous offrir donc une plateforme pour présenter notre travail. Ça tombait bien. C'est un papier donc qu'on a coécrit avec Touami et pour ceux qui nous connaissent déjà, on va le présenter à deux. On va faire le spectacle à deux. C'est un papier qui vise à faire de l'évaluation d'impact, mais en tenant compte donc la protection sociale, et on va revenir au cours de la présentation sur la protection sociale ici au Maroc et son importance actuellement, mais d'essayer de voir comment on peut faire de l'évaluation d'impact avec une mesure qui n'est pas une mesure monétaire, puisque bon, on sait qu'il existe un éventail assez important de méthodes pour faire d'évaluation d'impact. Donc, ça paraît évident comme ça, a priori, mais on va voir que quand on regarde dans la littérature, il n'y a pas beaucoup de méthodes qui existent. Alors, on a fait preuve d'imagination, on en a créé. C'est un article qu'on vous présente qui n'est pas nouveau, donc c'est pas qu'on veut recycler, mais c'est que ça rentre très bien dans le cadre de l'école d'été, mais c'est un peu pour vous montrer aussi la diversité de la publication. Ces trois publications qui sont trois publications différentes. La première, c'est un rapport de l'ESCOA. Et en fait, c'est un rapport qui visait à regarder comment on pouvait croiser protection sociale et pauvreté multidimensionnelle. On n'était pas à faire de l'évaluation d'impact à ce moment-là, et c'est en préparant ce rapport que on s'est questionné sur la façon d'évaluer l'impact de la protection sociale, d'une mesure de protection sociale dans le cadre du MPI. Donc le premier, c'est le rapport. Le deuxième output qui est sorti de notre travail, ben, c'est un article qui a été publié dans la revue d'économie du développement, une revue francophone. Et puis, ben, comme on fait beaucoup les choses ici, ça a fini en policy brief au PCNS. L'idée étant de rendre le travail beaucoup plus digeste pour éventuellement des personnes qui travaillent sur ces questions-là, voire des décideurs, même si même le policy brief n'est pas apparu comme étant très digeste. Par contre, je vais prendre le micro. Parce que je préfère bouger. Euh, donc, euh, le, oui.
La question de protection sociale, donc c'est quelque chose qui émerge beaucoup au niveau des objectifs de développement durable. Et la question de protection sociale, quand on regarde ces dernières années, c'est vraiment quelque chose qui est apparu comme étant important et d'intérêt pour les décideurs. Dans la région, donc que ce soit au niveau MENA ou au Maroc, on a beaucoup de discussions, de discussions, de forums et de déclarations qui ont été faites dans le cadre pour expliquer la nécessité de réformer les systèmes de protection sociale. Et c'est encore plus vrai avec le Covid. Donc, comme on l'a vu quand il y a eu cette pandémie, on s'est rendu compte que de nombreux pays, que ce soit des pays de la région MENA, Maroc, Afrique, etc., mais aussi évidemment dans les pays du Nord. Donc, beaucoup de choses ont été faites avec un fort intérêt sur la protection sociale qui est lié à des choses comme la démographie. Hein, on sait un vieillissement de la population, donc au niveau de la retraite, puisque la retraite fait partie d'un système de protection sociale, donc l'allongement de la vie et d'autres phénomènes qui font que cette question-là a connu un regain d'intérêt ou a fait preuve d'une préoccupation importante dans diverses circonscriptions. Au niveau du Maroc, c'est quelque chose qui est apparu. Donc dans la slide précédente, on voyait le discours de Sa Majesté, le nouveau modèle de développement, la loi de finances. On parle beaucoup de protection sociale depuis quelques années. En tous les cas, depuis que je suis là, j'entends parler de protection sociale et on le voit en 2020, le roi, dans son discours, disait qu'il fallait absolument généraliser la protection, le système de protection sociale dans les 5 années à venir. Et on est en plein dans ce contexte ici au Maroc. Alors, quand on veut regarder l'impact d'une mesure liée à protection sociale sur la pauvreté monétaire, on a une diversité d'approches. On va pouvoir utiliser les indices de pauvreté monétaire habituels, donc des outils classiques, on va dire, FGT, Gini pour l'inégalité. On va regarder des variations en termes de revenus, de dépenses, dépendamment, et on va pouvoir regarder l'impact d'une mesure. Quand on regarde la protection sociale, on se rend compte que c'est aussi des dimensions qui sont plutôt d'ordre non monétaire, des dimensions non monétaires, donc l'accès aux services de base à travers la santé ou l'éducation, et que ces effets-là peuvent être aussi à court terme et à long terme. Donc, des mesures, aujourd'hui, on est sur, par exemple, la vaccination des jeunes enfants, ça va avoir des impacts dans le temps, y compris lorsqu'ils vont accéder sur le marché du travail. Donc, la relation entre ces mesures de protection sociale et la pauvreté doivent se faire, devraient se faire en tous les cas, en considérant ces dimensions non monétaires. Quand on regarde aussi les questions liées à la protection sociale, on voit qu'elles regroupent de façon générale plusieurs dimensions qui sont dans le MPI. L'éducation, la santé, ça en est. Les questions d'accès à l'eau, sanitaire, etc. Donc, on retrouve ces croisements. Par contre, dans la littérature, on ne voit pas ce lien entre les mesures, donc l'évaluation de ces mesures et l'impact sur le MPI. On a très, très peu d'articles sur ces effets, donc en termes de pauvreté multidimensionnelle. Comment ces mesures affectent la pauvreté multidimensionnelle? Je regarde parce que je dois céder la parole à mon collègue. Donc, en termes d'objectifs, on est vraiment dans ce contexte, comment évaluer des politiques liées à la réforme de protection sociale en utilisant le MPI. Comment faire ce lien? Donc, c'est vraiment le cœur du papier, comment faire ce lien avec deux approches. Donc, on propose deux approches qui sont des approches ex-ante et micro-simulées. Tout ça, on va y revenir un peu plus tard.
la différence entre les deux approches, c'est que tout est lié à la question de ciblage. Vous l'avez vu un petit peu sûrement, ou vous allez le voir, mais qu'est-ce qu'on fait en termes à qui on va donner le cash transfert ou à qui, quels vont être les bénéficiaires d'une mesure, pour dire ça de façon plus globale. Donc, la question de ciblage est fondamentale. Dans la littérature, il existe déjà plusieurs façons de cibler les bénéficiaires. Une des plus faciles pour les décideurs, ben, c'est de le faire de façon aléatoire. D'accord? Parmi un ensemble de personnes, on va tirer aléatoirement, on va sélectionner des bénéficiaires d'une mesure à partir d'un ensemble de personnes qui sont privées initialement. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas, évidemment, on cible quelqu'un qui est déjà privé en termes de dimension. Donc ça, c'est la première chose. On va l'appliquer ici, mais on va aller un petit peu plus loin dans la question de ciblage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder aussi les individus qui sont privés initialement, mais qui ont la probabilité la plus faible de privation. Donc finalement, ceux qui sont très proches du seuil K que vous avez vu. D'accord? Donc, c'est le principe. On va revenir évidemment sur le détail de la méthode, mais on va cibler en regardant ceux qui ont le plus de chances de sortir de la privation. Donc voilà, donc ça, c'est les deux approches qui sont comparées dans l'article. Alors, au niveau de la contribution de cet article, c'est essentiellement méthodologique. Évidemment, on l'a appliqué en faisant des simulations sur lesquelles on reviendra, mais c'est vraiment de regarder la méthodologie. Et intuitivement, la comparaison de ces deux approches de ciblage nous disait que la méthode qui était la plus objective, celle qui va se baser sur la probabilité donc de sortir de l'état de privation, était celle qui allait être la plus efficace. On va revenir sur le détail, sur le résultat, mais vous me voyez venir avec l'a priori et le résultat. Les résultats n'ont pas corroboré notre intuition. Donc, on va comparer les approches. Donc, la contribution, c'est surtout méthodologique. On compare les approches et on va le faire avec des estimations ponctuelles, mais aussi en utilisant, donc, on va construire des intervalles de confiance et on va faire une analyse distributionnelle aussi, donc, puisqu'on sait que le MPI se base sur un seuil pour délimiter, pour dire si on est privé ou pas. Et on sait que ça peut être sujet, le choix du seuil peut être arbitraire, je mets des guillemets parce que c'est peut-être pas le bon terme, mais on a des méthodes qui nous permettent de dire, nonobstant le seuil choisi, on va avoir des résultats qui sont maintenus ou pas. Voilà. Bonjour, donc je ne vais pas reprendre les remerciements. Merci à Ofi pour nous avoir donné la tribune pour parler à tous les participants. Donc, ce qui est présenté dans la première partie, vous allez voir que c'est très facile puisque c'est quelque chose que maintenant, dans une semaine, vous connaissez. Si on présentait le papier ailleurs, peut-être qu'on fera plus de détails, mais là, vous le connaissez, donc on va gagner un peu de temps. Donc, si le point de départ, c'est quelque chose que vous connaissez, vous avez un MPI standard, donc vous essayez de l'imaginer, mettez-vous à notre place, dites-vous que vous avez à faire le travail. C'est-à-dire que on va toucher à certains de ces critères, certains des indicateurs qui peuvent faire passer de la population de 0 à 1 ou de 1 à 0, dans le cas qui nous intéresse de 1, être privé à 0, n'est pas privé et de voir la conséquence. C'est un peu ça ce qu'on essaye de faire, mais on le fait en T. Ça, je le saute puisque c'est quelque chose que vous avez déjà vu, c'est tiré d'Office, donc je parle. Alors, première chose qui est différente de ce que vous avez vu, c'est un peu ce qu'on m'avait dit vendredi passé. L'ESCOA avait pris le MPI et puis il l'avait élargi. Il l'avait élargi pour les pays de la région MENA avec 14 indicateurs, 14 qui ont été utilisés, qui ont été proposés par l'ESCOA.
suite à une discussion de 12 jours d'experts, etc. C'est ça ce qui avait été retenu. Et lorsqu'on avait voulu appliquer ça, puisqu'on avait fait le rapport avec l'ESCOA, le premier rapport dont Dorothée vous parlait tout à l'heure et qui est sur Internet, pour le cas du Maroc, il y a un indicateur qui n'existait pas dans l'enquête marocaine. Donc, on a été obligé de passer, pour le cas du Maroc, à 13 au lieu de 14. Vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est la formulation générale que vous connaissez. Je peux aller doucement ou pas. Si ça pose des problèmes, vous me dites. Donc, ça, ce sont les données de base. Et puis, vous le savez maintenant. Donc, on suppose ça, c'est pour présenter pour des gens qui ne connaissent pas. Vous connaissez, donc je vais pouvoir faire vite. Ce qui est important de retenir, c'est ce qui a été noté probablement dans votre cours. Vous l'avez noté CI. C'est ça la chose qu'il faut avoir en tête. CI, donc, c'est la somme des poids là où l'individu est privé. Donc, c'est ça, donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est important à voir puisque c'est ça l'axe sur lequel on va travailler par la suite. Et puis, la pauvreté multidimensionnelle vous dit que lorsque CI est supérieur à K, l'individu est pauvre. Et lorsque CI est inférieur à K, l'individu n'est pas pauvre sur son multidimensionnel. Je ne vous apprends rien maintenant. C'est-à-dire que la semaine a été utile. Si vous avez compris ça, c'est que vous avez compris quelque chose la semaine passée. Celui qui a raté quelque chose dans ça, c'est qu'il n'a pas compris quelque chose dans la semaine passée. Donc, alors, évidemment, vous le savez aussi, vous savez qu'il y a 3 composantes lorsque vous parlez. Vous avez H, A et M. Je ne reviens pas sur le détail. Vous connaissez ça. Donc, ça, c'est vraiment le framework de base que tout le monde connaît. Donc, je continue. Alors, pour le cas qui nous intéresse, pour le cas du Maroc, et c'est ça ce que le HCP n'était pas content la fois passée, le représentant du HCPC se dit n'était pas content, puisque c'est ça le tableau qu'il n'était pas content. Ils disent pourquoi ces dimensions, pourquoi ces indicateurs, pourquoi ces pondérations. La réponse est d'abord, puisque eux, ils n'ont pas donné l'enquête, et donc c'était l'enquête qui a été utilisée, et puis c'était une comparaison de plusieurs pays. Vous voyez que un indicateur, c'est l'âge scoring gap, qui n'existait pas dans l'enquête et les pondérations ont été réparties. Donc, vous avez la dimension, si vous voulez, vous avez l'indicateur, vous avez la pondération. Ça, c'est l'ESCOA, c'est avec l'ESCOA que ça a été fait. Donc, on ne peut pas dire que c'est arbitraire, si vous voulez. Donc, ça vous donne la base de la comparaison. Donc, on a 13 indicateurs, chacun sa dimension et chacun la définition de quand est-ce que l'individu serait considéré pauvre sur l'indicateur en question et puis la pondération. Donc, jusque-là, je crois qu'il n'y a vraiment pas de problème. Tu dois peut-être intervenir pour la partie protection sociale. Je te laisse et puis je reviens. Merci. Donc, la protection sociale, évidemment, là, on va vite aussi, parce que vous savez certainement de quoi il s'agit. Donc, c'est des actions qui sont menées par le gouvernement en vue de réduire la pauvreté et la vulnérabilité. Il y a 2 logiques à la protection sociale. Il y a la logique d'assistance, où on donne, je vais commencer par l'assurance, où on donne quelque chose en contrepartie de quelque chose. Donc, une assurance chômage, par exemple, c'est qu'on cotise à l'assurance chômage et on récupère, si on tombe au chômage, on récupère une partie donc, de ce qu'on a, cotisé et puis on a le complément. Mais on a aussi la partie non contributive, merci, qui est la partie assistance, donc où on donne des cash transferts à des personnes donc, sans avoir de contrepartie à donner. Donc, on est dans le schéma standard de la protection sociale. Ici, quand on est donc la question de l'objectif de la protection sociale, le but, c'est d'avoir un impact sur les pauvres et les vulnérables. Comme je disais, on peut le faire par des cash transferts ou aussi des transferts en nature. Donc, les food vouchers, des school canteens, donc des façons d'essayer. Donc, le deuxième, c'est d'essayer d'améliorer la situation de certaines personnes avec des versements qui ne sont pas directement donnés aux ménages.
L'ESCOA a fait ce croisement. Je vous ai dit que c'était la première, l'idée au départ, c'était de regarder un peu le croisement entre l'MPI et les questions de protection sociale. Et en fait, ce qui est ressorti d'un rapport produit par l'ESCOA, c'est que 8 des 17 objectifs de développement durable recoupent des questions liées donc au MPI, donc des indicateurs qui sont reliés. Donc, cette question-là était assez intéressante aussi parce que la question de protection sociale, d'effet sur le MPI, répond aussi à des objectifs de développement durable. Donc, c'était aussi un des éléments contextuels dans lequel le travail a été fait. Alors, au Maroc, le système de protection sociale, il n'est pas nouveau. Comme vous voyez, il a été initié en 1942. Et puis, il a évolué au fil du temps, notamment au niveau de la santé, avec le RAMED, qui est une assurance maladie qui a été mise en place en 2008, généralisée en 2017 et abolie en 2023. Donc, ça n'existe plus. Mais il a été réformé en fait, mais il s'appelle plus RAMED. Quand on regarde aussi, il y a un rapport qui a été produit par le MAG, qui est le ministère des Affaires générales de la gouvernance. Le MAG, qui n'existe plus non plus, comme le RAMED, qui avait fait quand même une liste exhaustive des mesures liées à la protection sociale et qui avait évalué là, le coût dans l'enveloppe budgétaire. Ça représente 30% du budget de l'État. Donc, c'est assez considérable. Pour vous donner une idée, bon, c'est pas évidemment, le budget n'est pas le même, mais j'ai travaillé dans une province canadienne et c'était aussi à ce niveau-là. Donc, 30% de l'enveloppe budgétaire liée à la protection sociale était du même ordre. Donc, on se compare quand même bien à ce qu'on peut voir ailleurs. Et évidemment, ce système-là, la réforme avec le Covid, s'est accélérée. Dans la réforme de la protection sociale au Maroc, on retrouve 4 axes. Et en fait, on retrouve 4 axes qui couvrent l'ensemble de la population à travers différents moments dans le cycle de vie. Donc, on va avoir la santé, une couverture générale. Je vous ai dit que le RAMED avait été aboli, c'est devenu l'AMO, c'est l'assurance maladie obligatoire. Le deuxième axe de la réforme de la protection sociale, ça va toucher les enfants au niveau des allocations familiales. Alors, on l'a organisé différemment. Ce n'est plus une allocation familiale, mais on la retrouve dans une aide qui est donnée aux familles. On retrouve la retraite, donc je vous disais le cycle de vie. Donc, la réforme de la retraite fait partie aussi de la réforme de la protection sociale au Maroc. Et la dernière chose, c'est l'accès c'est le marché du travail, donc une protection sociale liée à la perte d'emploi. Et pour ça, le gouvernement a mis en place le RSU, qui est le registre social unifié, qui permet donc les individus s'enregistrent dans ce registre. Et il y a toute une méthode qui est utilisée, une méthode de score, qui fait qu'on va décider qui bénéficie ou pas de certaines de ces mesures. D'accord? Donc, le RSU est vraiment un outil et c'est un outil de ciblage puisqu'on va avoir toute l'information pour les allocations familiales. On va avoir le nombre d'enfants et puis on va pouvoir donner les allocations familiales grâce à ce RSU. Donc, tout ça, c'est en train d'être implanté. Le RSU a été implanté. L'AMO, c'est en décembre dernier. Les allocations familiales, c'est aussi l'allocation, c'est déjà en place depuis le mois de décembre aussi. Donc, il n'y a que la retraite là, qui est encore en suspens, mais le processus avance très, très vite ici. Alors, au niveau du ciblage, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la difficulté, comment faire pour cibler les bénéficiaires d'une mesure. Et un des éléments aussi, c'est que dans le ciblage, je peux avoir une privation dans un indicateur. Je peux faire en sorte que je ne suis plus privée grâce à la mesure de protection sociale. Par contre, la mesure, le MPI, lui, peut rester inchangé. Donc, ça peut ne pas réduire la pauvreté. Et c'est un petit peu la difficulté de la question de ciblage. Je cible, mais il n'y a pas d'effet sur
le MPI. D'accord, sur la pauvreté multidimensionnelle. Donc, il faut avoir ça à l'esprit quand on fait ce travail d'évaluation d'impact. Un autre élément qui ressort, alors ici, il faut que je lise. Oui, c'est que je peux avoir le C qui diminue, mais pas suffisamment pour passer de l'autre côté du seuil. D'accord? Donc là encore, je n'ai pas une baisse je peux avoir ciblé, je vais avoir donc un effet en termes de privation dans une dimension, mais je vais avoir une diminution de la mesure, mais je ne vais pas passer de l'autre côté du seuil pour avoir une baisse de la pauvreté. Donc ça, c'est des éléments, encore une fois, en termes d'évaluation d'impact et de ciblage. Je peux, au niveau de l'individu, faire quelque chose, avoir un effet, mais au niveau agrégé, ne pas avoir d'effet. Donc ça, ça a été quelque chose qu'on a dû prendre en considération dans la méthode. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi construit des intervalles de confiance. On va y revenir un petit peu plus dans la méthodologie là, pour essayer de renforcer l'analyse. Alors, deux méthodes sont proposées. La première est la suivante. Donc, si vous essayez de me suivre, si vous avez une politique sociale à mettre en place, vous avez les individus privés sur chacun des indicateurs, et vous devez mettre en place cette politique sociale. La première chose à laquelle on pourrait penser, et il y a de la littérature sur la chose, c'est de prendre parmi les individus privés, d'accord, de façon aléatoire, jusqu'à l'enveloppe soit épuisée. Vous avez 100 000 personnes privées en termes d'éducation, vous devez prendre 30%, vous prenez les 30 de façon aléatoire parmi celles-là. Donc, la première, c'est randomly. Ça, c'est la plus simple et à laquelle, à la limite, n'importe qui pense. La deuxième, c'est ce qu'on va voir. Donc, la première, c'est randomly, comme vous voyez là, et on va voir comment on l'applique et comment on peut la faire avec tous les problèmes que ça pose. Ça semble être pas très puissant comme approche, et c'est pourquoi, justement, nous avons pensé à une deuxième approche, c'est on va regarder quels sont les individus qui ont le potentiel pour échapper à cette privation. Par exemple, en termes d'eau potable, vous allez cibler ceux pour lesquels le coût pour raccordement à l'eau potable est plus faible. Donc, probablement, qui ont la probabilité d'être non privés la plus élevée ou la probabilité d'être privés la plus faible. Donc, ce sont les deux. Et c'est cette deuxième méthode, on croit que lorsqu'on fait de façon un ciblage avec un critère, on devrait être mieux. C'est ça l'intuition qu'il y avait. Alors, voyons voir comment ça se passe. Donc, ça, c'est académique, donc vous devez me suivre. Donc, là, c'est la probabilité, c'est la deuxième méthode, c'est la probabilité d'être privé. Étant donné un vecteur de caractéristiques pour chaque individu I, J, si vous voyez, puisque ça change selon la dimension, selon l'indicateur que l'on a. On en a 13, J allant de 1 à 13 dans notre cas. Et donc, c'est la probabilité que l'on a. C'est-à-dire que, normalement, si on a les 13 indicateurs qui peuvent bouger suite à une protection sociale, on a 13 probabilités pour chaque individu pour qu'il soit privé ou pas. Alors, nous utilisons la même approche, mais il y a, ça c'est la partie latente du modèle, et vous avez un résidu qu'il va falloir gérer. Et pour le gérer, nous avons utilisé la méthode de résidu généralisé de Guerriero. Donc, il a fallu générer, il a fallu suivre les résidus généralisés qu'il faut prendre pour que vous les ajoutiez pour trouver la probabilité. Donc, il y a la partie, on va dire, systématique, étant donné l'estimation que vous avez, mais vous avez la partie qui est aléatoire qui s'ajoute, ou le résidu généralisé qui s'ajoute. Et donc, vous avez, pour chaque individu, pour chaque indicateur, vous avez une probabilité pour qu'il soit privé ou pas. Ça va, tout le monde voit le schéma. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et à partir de là, lorsqu'on va avoir l'axe de la probabilité, pour quel que soit I, on va savoir où est-ce qu'il se trouve par rapport au seuil d'être privé ou pas. Et donc, si quelqu'un est aidé, normalement, il diminue, la probabilité pour qu'il soit privé diminue puisqu'il est aidé.
puisque la protection sociale l'a ciblé. Et normalement, avec ça, on reprend les calculs, puisqu'on change certains individus qui étaient privés. Maintenant qu'on les a ciblés, ils ne sont plus privés. C'est-à-dire dans votre vecteur que vous avez regardé la semaine passée qui contenait des 0 et 1, le nombre de ceux qui ont 0 augmente. C'est-à-dire le nombre de ceux qui ont 1 diminue, puisqu'ils ne sont plus privés grâce à la politique mise en place. Et normalement, on génère avec ça le nouveau C, le nouveau H, le nouveau A, etc. Et on le fait selon les scénarios qu'il y a. Donc, c'est ça la logique. Alors, dans notre cas, nous l'avons fait. Et comme les indicateurs MPI que vous avez étudiés, on ne voit pas trop comment on construit l'intervalle de confiance. Ici, nous l'avons fait en procédant à un bootstrapping au niveau du probit. Et donc, dès le départ, je crois qu'on avait quelque chose comme 15 000 observations, on prenait 13 500 et on fait du bootstrap avec 13 500. Donc, on va combiner 13 500 individus parmi les 15 500 et on refait le calcul, de façon à pouvoir construire des intervalles de confiance en termes de bootstrap. Et on fait aussi l'analyse distributionnelle. On va vous montrer les résultats. Donc, si ce n'est pas trop clair, on reviendra pour ceux qui peuvent lire le papier. Vous l'avez évidemment et vous pouvez l'avoir. Je continue, Dorothée. Donc, l'enquête sur laquelle nous avons fait le travail, c'est l'enquête de la santé. C'est pourquoi je vous disais la fois passée, le HCP n'était pas content. L'enquête de la santé, puisqu'on avait accès à l'enquête de la santé, ça, c'est l'enquête qu'il y a, 2018. On avait aussi 2011, on avait utilisé 2018. C'est 15 000 ménages, 67 000 personnes. Et en utilisant les approches que vous connaissez tous maintenant, on a calculé H, A et M. Du calcul simple. Ça, c'est la base, c'est la référence, et ça va revenir par la suite. Alors, ça, c'est les taux de privation par indicateur. Rien de spécial, c'est le taux de privation par indicateur. Quel que soit J, vous avez le taux de privation. On peut commenter ce qu'on veut, etc., mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, ça, c'est la situation de base. Ça, c'est par indicateur, et l'autre, c'est global. Donc, sauf s'il y a des questions, on peut revenir là-dessus si vous voulez. Tu veux le scénario? On a inventé le scénario. Moi, je vais juste ici attirer votre attention sur les privations dans le cas du Maroc. Donc, au niveau on voit pour l'éducation que c'est assez élevé, donc 56 en termes de privation, 56,2%. Et puis aussi la mobility assets. Donc, c'est des caractéristiques. Par contre, au niveau de Health and Nutrition, on voit que c'est assez faible, avec évidemment un peu au niveau de Child Nutrition, et c'est justement un des scénarios sur lequel on va travailler. Donc, ça vous donne quand même une idée. Une des choses aussi qu'il a oublié, je suis obligée toujours de revenir en arrière quand il présente. C'est juste dans la partie aléatoire, on a calculé aussi, on a fait puisqu'on tire aléatoirement hein, des personnes pour dire qu'ils sont bénéficiaires ou pas, on a aussi construit avec des intervalles de confiance en faisant du Monte Carlo, enfin avec Monte Carlo et puis du bootstrap aussi ici. Donc juste, je voulais préciser ça puisqu'on va le voir dans le tableau que je vais vous présenter après. Alors, les 3 scénarios, là, il faut se placer dans un élément, on est ex-ante, hein, donc, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder au niveau de la santé et de l'éducation, donc, on va simuler des réductions de privation, de taux de privation dans la santé et dans l'éducation, dans des indicateurs liés donc à la santé et l'éducation. Donc, on va regarder la mortalité infantile, la malnutrition des enfants de moins de 5 ans et puis le taux de scolarisation des enfants de 5 à 17 ans. C'est les 3 indicateurs qu'on va utiliser. Et les scénarios qui ont été faits, c'est de réduire. Alors, le premier scénario, ça va être de réduire de 50% au niveau de la santé la mortalité infantile et puis la privation en termes de malnutrition. Alors, évidemment, là, il faut comprendre que quand on dit on veut réduire de 50% le taux de mortalité infantile, c'est pas qu'on va faire
on va travailler sur l'enquête, enfin, on travaille à partir de l'enquête que l'on a, mais c'est en prévision du futur, hein. Donc, on est dans du ex ante, encore une fois, c'est ce que j'ai dit en introduction. Donc, voilà, donc les 3 scénarios qu'on a fait au niveau de la santé, 50% de réduction pour les deux indices. Et puis, le deuxième scénario, c'est au niveau de l'éducation aussi, une réduction de 50% du taux de privation. Donc, vous voyez les réductions. Et puis, le troisième, c'est la combinaison des deux. Alors, au niveau de l'implémentation des scénarios, on vous a dit qu'on a fait de l'aléatoire et donc de l'objectif, on va l'appeler comme ça, là, du ciblage plus objectif. On l'a fait pour les 3 scénarios. Par contre, il y avait un indicateur, si je reviens au tableau ici, on voit que child mortality est très faible. Donc, vous voyez bien que pour utiliser la méthode objectif, le probit, on est dans un échantillon où il y a très, très peu d'individus qui sont privés de cet indicateur, enfin, sous cet indicateur. Donc, ce qu'on a fait pour cet indicateur, c'est qu'on n'a pas choisi la méthode objective. Donc, pour c'est la mortalité, non, c'est oui, la mortalité infantile, on a juste pris l'aléatoire, on a tiré aléatoirement. Pour les 2 autres, les 3 autres, en fait, non, les 2 autres indicateurs, on a fait les 2 méthodes. Donc, dans un premier cas, on a pris les 3 indicateurs avec une méthode aléatoire. Et dans la méthode dite objective, on en a pris 2 avec le probit, la méthode probit. Et le troisième, on l'a fait aléatoirement parce que sinon, on avait un problème de balancement, unbalanced sample, d'utiliser un probit avec un taux trop faible. Donc, ça, c'est l'implémentation nous a forcé à faire ce choix. Le tableau n'est pas beau, c'est une image d'image, donc ça donne quelque chose de flou. Donc, en fait, c'est le seul tableau de résultats dans l'article, hein. Donc, tout ça pour ça, finalement. Vous avez les 2 méthodes, hein, donc le ciblage aléatoire et le ciblage objectif avec les 3 simulations et vous retrouvez le H, le A et le M que vous connaissez. Quand on regarde, si je regarde le H, on voit la partie objective. Alors, pour tout, que ce soit la méthode aléatoire ou la méthode objective, on a un effet négatif sur les indicateurs. Donc ça, c'est ce qu'on attendait, hein, puisqu'on améliore. C'était assez évident. On n'avait pas besoin de faire tout ça pour arriver à ce résultat. Par contre, ce qu'on trouve, c'est que la méthode aléatoire donne des effets plus forts, donc des baisses plus importantes et surtout significatives par rapport à la situation de référence que vous avez dans la première ligne. Donc, ça, c'est un premier résultat donc, qui nous a surpris. La méthode aléatoire donne des effets plus importants, malgré un ciblage donc, qui est moins précis et surtout plus fort. Et on voit aussi que c'est au niveau de l'éducation qu'on a un effet plus important que la santé. Donc, si un décideur souhaite avoir un effet plus important sur le H, le A ou le M, on pourrait lui recommander d'agir plus sur l'éducation que sur la santé dans le cas du Maroc. Quand on regarde au niveau du ciblage objectif, par contre, donc on a des baisses aussi, mais ces baisses ne sont pas significatives. En plus de ne pas être élevées, elles ne sont pas significatives puisqu'on se retrouve dans l'intervalle de confiance de la situation de référence. Le seul qui est significatif, je crois que c'est la simulation 3, c'est celui-ci, je crois, où on a un effet significatif, mais qui est plus faible. Donc ça, c'est les résultats et c'est vrai pour tous les indicateurs, oui, H, A et M. Donc ça, c'est quelque chose quand même parce que finalement, la question de ciblage, ce ciblage objectif, a priori, est plus coûteux aussi, méthodologiquement, et puis pour implémenter cette méthode. Rapidement, on aurait pu s'arrêter là où Dorothée vient de s'arrêter, c'est-à-dire le tableau donne les résultats qu'on voulait. On vous disait tout à l'heure qu'il y a une analyse distributionnelle qu'on a essayé de faire. Juste pour
réveiller tout le monde, prenez votre axe CI. Ça va? Essayez de regarder sa densité, sa fonction de densité. Ça va, vous le voyez? Essayez de tracer le seuil K sur sa densité. Où se trouveraient les pauvres? Ben, c'est exactement faux. C'est à droite. C'est exactement, c'est ça le piège. Puisque plus on a le CI grand, plus il y a les pauvres. On est d'accord? On est d'accord? Donc ici, exprès, on a mis le focus à droite, c'est-à-dire que vous avez un peu K, c'est 0,33. 0,33 K. Et donc, vous voyez que le taux de pauvreté multidimensionnelle serait l'intégrale sous ces courbes. Ça va, tout le monde voit ça. Donc, d'abord, ça, c'est la première chose qui nous réveille. Et puis, lorsqu'il y a un choc de protection sociale, puisque le gouvernement aide, qu'est-ce qui arrive à la densité? Où est-ce qu'il se déplace? Si le gouvernement fait un effort, comment la densité change-t-elle? Il se déplace vers la gauche. Vers la gauche. C'est pas vers la droite, comme dans le cas de pauvreté monétaire. Dans la pauvreté monétaire, on se déplace à droite, puisque les pauvres sont à gauche. Ici, c'est l'inverse. Et donc, vous voyez que lorsque vous avez une simulation, vous voyez que ça se déplace à gauche. Simulation 1, simulation 2, simulation 3 qui est le cumul. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que sous les politiques de protection sociale, les nouvelles, normalement, la pauvreté multidimensionnelle doit diminuer, c'est-à-dire que la surface sous la courbe doit baisser. Ça va, tout le monde voit la chose. Puisque le taux de pauvreté, le H, c'est ne rien d'autre que cette intégrale. Or, l'intégrale sous la courbe en vert est plus faible que l'intégrale sous la courbe en bleu. Lorsqu'on essaye de regarder ça, cette fois-ci, je vous pose la question, nous, on a été surpris sur la fonction de répartition. Tout à l'heure, je vous posais la question sur la fonction de densité. La fonction de répartition du MPI, du CI du MPI, est une courbe en escalier. C'est un résultat pas très connu, peut-être pas connu. Et vous voyez un peu comment ça se déplace, et vous avez un test de dominance de premier ordre. C'est un test de dominance stochastique. Qu'est-ce qu'on va avoir? Si c'est comme ça, si la courbe se déplace en haut, c'est qu'on a moins de pauvres, évidemment, puisque justement, il y a protection sociale. Donc, vous voyez un peu où est-ce qu'on est rendu. Quel que soit K, quel que soit le seuil, tout à l'heure, Dorothée, on a utilisé ça, c'est puisque je peux changer K, je peux le mettre à n'importe quel niveau et je peux répondre à la question. C'est-à-dire, j'étudie une robustesse de mes résultats, quel que soit K dans un intervalle plausible. Par exemple, de 20% à 50%, je peux dire que la pauvreté diminue. Par exemple, chose que l'estimation ponctuelle ne pouvait pas me dire. Ça aussi, c'est une courbe un peu compliquée. Je reviens juste pour vous dire un peu. Essayez de suivre pour voir la GIC. Regardez un peu l'écart entre les courbes. L'écart. Les écarts entre ces courbes, lorsque vous les représentez, vous avez ce qu'on appelle la courbe d'incidence. À la Ravalion-Echen, et on l'a rapatrié ce concept et on a regardé c'est quoi. Plus vous gagnez en termes de protection sociale, plus le taux que vous allez avoir ici, le growth rate of CI, vous l'avez. Alors, comme le ciblage est fait, évidemment, les plus riches ne bénéficient pas, les plus pauvres ne bénéficient pas. Où est-ce que le magma se fait? Autour de 30%, à cause du ciblage. Et c'est ça ce que dit la chaîne. Donc, vous voyez que pratiquement partout, c'est négatif. C'est-à-dire que CI, grâce à la politique que l'on a mis en place, le CI, qui est le cumul des poids des privations, diminue. Et donc, ça nous donne ce résultat qui n'était pas très attendu pour ça. Conclusion, on laissera à la fin si vous voulez. Je saute des choses si vous voulez lire la chose. La chose la plus difficile que l'on a là, je ne sais pas, peut-être les collègues vous en ont parlé, c'est que dans cette méthode, on n'a aucune matrice de variance-covariance entre les indicateurs. Tous les indicateurs sont supposés être indépendants. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Oui, exactement. C'est une limite. On discutera. Donc, vous voyez un peu
il va falloir le faire. Nous, ce qu'on avait fait, évidemment, c'était de capter la chose en Monte Carlo et en Bootstrap et de faire cette analyse, mais il va falloir peut-être voir un peu plus. Le problème de la méthode que nous croyons être la meilleure, c'est-à-dire de façon objective, un blocage, puisque lorsque les échantillons sont non balancés, faire un probit lorsque vous avez moins de 5% qui sont privés, ce n'est pas très solide. Lorsque vous avez des indicateurs qui ont 20%, 30%, c'est bien. Sinon, ce n'est pas si intéressant. Je ne sais pas. Il va me dire que j'ai oublié quelque chose. Je lui donne la parole comme ça, il va me dire. C'est bon? Donc, je m'arrête là. Si vous avez des questions, on reviendra. Mais merci, j'ai essayé de... Merci beaucoup, c'était très bien, très intéressant. Et puis le timing, il est juste parfait. Donc moi, je vais passer à quelques commentaires très brièvement parce que je pense qu'après une présentation aussi intéressante, vous avez beaucoup de questions. Donc aussi bien les gens qui sont là et les gens qui sont en ligne. Donc, euh, donc voilà, donc le temps que la présentation va se remettre, je tenais juste à remercier les professeurs parce que je pense que de toute façon, vous avez vu la qualité du travail qu'ils font et puis je suis sûr qu'ils touchent beaucoup de points qui sont très importants, non seulement pour l'utilisation de la politique publique, mais aussi pour des questions académiques. Donc, je pense que le document qu'il nous présente cet après-midi, il est vraiment dans la frontière dans beaucoup d'aspects, spécialement quand il s'agit de faire des évaluations ex ante dans des situations où il y a défaut d'information, ce qui est souvent le cas quand il s'agit d'évaluer des programmes sociaux. Donc, je vais commencer juste. J'espère que la présentation va venir à un moment donné. Donc, voilà. Et vous savez juste le... Pardon. Donc, voilà. Je tenais juste, oui. Je tenais juste à souligner quelques points que je trouvais très intéressants du papier. Donc, tout d'abord, quand on parle d'évaluation d'impact, et puis on va en parler un petit peu plus, je pense, durant cette deuxième semaine. Donc, souvent, il y a des faux données parce que nous, on pense à les standards d'or, si vous voulez, quand on parle d'évaluation d'impact. Puis surtout, il n'y a pas vraiment beaucoup de programmes ou beaucoup des efforts publics qui sont penser, par exemple, avec un RCT ou des choses comme ça. Donc, des fois, tous ces standards d'or dont on a besoin pour faire une évaluation fine, par exemple, ils ne sont pas là. Mais pourtant, ce n'est pas pour autant qu'on va pas faire d'évaluation. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, le papier, il fait vraiment une proposition très intéressante par rapport à comment utiliser les simulations ex ante pour faire ce genre d'évaluation, ce qui est toujours très utile. Et puis surtout, quand il s'agit de programmes de protection sociale, je pense que de toute façon, même si on ne les connaît pas vraiment, parce que par exemple, j'ai beaucoup appris du cas du Maroc, mais en tout cas, quand on parle de ce genre de programme, il y a évidemment une notion multidimensionnelle bien derrière le programme. Il y a beaucoup de choses qui bougent, en fait, à chaque fois que le programme s'active. Et je pense que beaucoup d'évaluations, en fait, ils le savent, mais il n'y a pas vraiment, disons, la transparence par rapport à la prise en compte de ce genre de notion multidimensionnelle de base qui est présente dans ces programmes sociaux. Donc, je pense que d'avoir un papier comme ça qui ressort et qui met tout au front le fait que les programmes de protection sociale sont multidimensionnels de base, donc c'est très important, c'est très intéressant. Et puis surtout, je pense qu'ils l'ont très bien dit, les professeurs. Quand il s'agit de voir les méthodes d'évaluation d'impact, je pense qu'on est toujours en train d'apprendre dans le monde académique. Donc, évidemment, défaut de données telles que le Randomized Control Trials, ou bien les méthodes quasi expérimentales. Donc, je pense que les simulations ex ante, c'est une bonne façon de comprendre quelles sont les promesses, par exemple, de réussite des programmes de protection sociale. Alors, j'ai juste quelques slides par rapport à quelques commentaires que j'avais dans le papier, et puis surtout pour voir si jamais il y a la possibilité d'ouvrir des questions par rapport à ça. Donc, la première chose que je me posais comme question en lisant le papier, c'est qu'il y a deux probabilités. D'après ce que je comprends, en fait, quand on parle de ciblage, donc il y a deux choses qui se passent. Donc, d'une part, on essaye de savoir quelle est la probabilité qu'une personne, en fait, soit ciblée ou qu'il soit bénéficiaire d'un programme ou qu'il reçoit le programme de cash transfert, etc. Donc, ça, c'est une première probabilité. Mais quelle est la probabilité qu'une fois que la personne, en fait, reçoit le bénéfice ou reçoit l'assistance, donc quelle est la probabilité que la privation qu'on observe, en fait, elle s'efface? Ça, c'est une autre chose, n'est-ce pas? Et donc, puisque la méthode objective, elle se base sur un modèle de probabilité. Donc, quels sont les prédicteurs de cette probabilité? Je pense qu'il faut réfléchir vraiment pour savoir
quel est exactement le prédicteur qu'on veut. Et si on ne fait pas la différence entre ces deux probabilités, peut-être qu'on va essayer de mesurer le succès d'un programme, alors qu'on est en train de faire en fait un modèle qui est très bon pour savoir quelle est la probabilité de ciblage. Et moi, je comprends ça différemment. Mais en tout cas, la question reste ouverte. Et donc, à ce moment-là, je pense que de toute façon, les prédicteurs ne sont pas nécessairement les mêmes. Par exemple, si vous prenez la question d'un des indicateurs que les professeurs ont étudié, par exemple la mortalité infantile, donc la probabilité qu'une personne soit, ou par exemple qu'un enfant meure dans le foyer, c'est une chose. Maintenant, la probabilité d'éviter qu'un autre enfant meure dans le foyer, c'est peut-être une autre chose, n'est-ce pas? Donc, quelle est par exemple la situation de ce foyer à ce moment-là? Quel est, par exemple, le travail qui fait la mère, si jamais il y a la composition de conditions démographiques de l'enfant? Donc, je pense que quelle est la probabilité ou quelles sont les chances un enfant de plus ne meure pas? Donc, c'est une autre chose. Et c'est à ce moment-là que je pense que la deuxième méthode qu'ils nous ont proposée, en fait, ça serait très intéressant de savoir comment elle est casée ou comment elle interagit avec disons ce qu'on appelle la théorie d'échange, the theory of change, quand il s'agit d'évaluation d'impact. Donc, pourquoi, en fait, cet assistant devrait marcher? Et puis, à ce moment-là, peut-être qu'on va avoir de meilleures idées par rapport à quels sont les prédicteurs qu'on va essayer de mettre dans le modèle. Donc, ça, c'est une chose. On va en parler un petit peu plus après. Et puis surtout, quand il s'agit de voir quelle est la probabilité de succès d'un programme, donc je pense que c'est là justement que l'information fait défaut, puisqu'on ne sait pas. Vraiment, on est dans une situation où on a une photo de la réalité à un moment donné, mais on ne sait pas vraiment quelle est la probabilité du programme de vraiment enlever les privations qu'on observe. Et donc, à ce moment-là, peut-être que de s'inspirer des évaluations précédentes du programme, ça peut donner une idée, par exemple, de quel est le profil des gens qui ont bénéficié par le passé, même si ce n'est pas dans un monde multidimensionnel, même si c'est une évaluation, par exemple, unidimensionnelle d'un programme antérieur, peut-être qu'il y a la possibilité de s'inspirer par rapport au profil des gens qui vont bénéficier de ce programme, et puis surtout de l'étendue, si vous voulez, de l'effet. Donc, je me pose la question, si jamais je pense que, bon, je ne connais pas très bien le cas du Maroc, mais je sais qu'il y a beaucoup d'études, en fait, qui ont évalué des programmes d'assistance sociale, et puis avec une certaine évidence par rapport à son success rate, donc le taux de succès de ce programme. Peut-être que de voir et puis de paramétriser le modèle de ciblage, pardon, le modèle de succès par rapport à cette expérience passée, c'est une façon, en fait, de pallier, si vous voulez, ce manque d'information qu'on a. Et puis, une chose qui est très importante, c'est justement, je suis complètement d'accord avec les professeurs par rapport au danger d'appliquer des modèles de probabilité quand il y a des gens qui sont donc entre 1 et 0, donc il y a une prédominance de 0 au lieu de 1. Mais surtout, évidemment, ça ne veut pas dire que le programme n'a pas de succès. Donc, c'est parmi les 1 qu'on veut savoir s'il y a la probabilité qu'il y ait du succès ou pas. Donc, peu importe en fait la taille ou la quantité de 1 qu'on a dans le modèle, il est question plutôt de savoir quelle est la probabilité de que ce 1, peu importe si c'est beaucoup ou peu, en fait, il s'enlève. C'est ça la question. Donc, si jamais il y a la possibilité de savoir si les résultats peuvent être grands ou petits, donc je pense que ça a trait vraiment à focaliser la probabilité de succès du programme, pas dans toute la population, mais dans la population qui est privée en premier lieu. Donc, je termine parce que, encore une fois, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez, puis les gens en ligne pensent. Mais quand il s'agit de voir des analyses d'évaluation d'impact dans la méthode Alkire-Foster, que pendant une semaine, vous avez déjà parcouru de toute façon. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles choses, en fait, qui arrivent, qui sont très importantes, non seulement pour les gens qui se concentrent sur l'aspect académique, mais surtout sur le niveau d'impact et puis d'utilisation de la mesure. Donc, d'une fois, par exemple, on voit que des fois, les efforts d'assistance sociale ne sont pas suffisants pour que les gens y sortent de la pauvreté, ça c'est clair. Donc, le H, si vous voulez, le taux des gens qui sont pauvres ne bouge pas. Mais ce n'est pas pour autant que la politique n'a pas réussi, parce qu'évidemment, il peut y avoir un mouvement sur l'intensité de la pauvreté. Donc, les gens restent pauvres, mais il y a la possibilité qu'ils soient moins pauvres qu'avant. Et puis ça, c'est important de capturer. Puis il n'y a pas moyen de le capturer, par exemple, si on ne tient pas compte de cette notion d'intensité de pauvreté que vous êtes en train de calculer. Donc, je pense que ça, c'est un des points forts dans le papier, dans la méthode que les professeurs ils nous proposent. Puis une autre chose, c'est important, donc,
des fois, les politiques publiques n'ont pas nécessairement un impact seulement sur les gens qui sont pauvres d'une façon multidimensionnelle, mais surtout de la population. Donc, je pense que l'analyse distributionnelle qu'ils nous ont offert, il est vraiment intéressant puisque ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe non seulement avec les gens qui sont vulnérables ou qui sont pauvres, mais surtout sur toute la population, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis, une autre chose qu'il faudrait voir, c'est peut-être ce qui se passe avec, donc ici, je sais pas. Bon. C'est le troisième point que j'ai ici. Donc, c'est une analyse de la composition de la pauvreté. Parce qu'à chaque fois que le programme a un certain impact sur la population pauvre, donc la composition et, si vous voulez, les situations et les circonstances qui font que les gens soient pauvres, ils changent, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui restent pauvres, mais ils sont différemment pauvres par rapport à avant. Et ça, c'est important de le savoir. Puisque, donc, quand il s'agit de continuer ou de renforcer ou peut-être d'améliorer la politique publique, donc, une fois qu'on met en place une des politiques publiques, on change le type de pauvreté qu'on a dans le pays. Et donc, la suite ou le futur du programme ou de la politique n'est pas le même qu'avant, n'est-ce pas? Et donc, d'avoir une analyse un peu plus approfondie par rapport à la composition de la pauvreté suite au programme, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Il y a différentes façons de le voir, mais je pense qu'une des plus immédiates, parmi les plus immédiates, vous avez le taux de privation censuré, par exemple. Peut-être ça dit quelque chose à certains d'entre vous. Donc, qu'est-ce que c'est le taux de pauvreté? Bon, on va poser cette question après. Mais en tout cas, c'est la combinaison entre la situation de pauvreté et de privation, n'est-ce pas? Donc, c'est une combinaison d'un certain profil de pauvreté avec une privation. Puis une autre chose qui est très intéressante et qui est très importante, c'est que on peut savoir quel est l'impact de la politique, non seulement sur la pauvreté, mais sur la distribution des privations parmi la population. Donc, suivant où sont les bénéficiaires, par exemple, dans le pays, ou quel est le profil démographique des gens qui se bénéficient du programme, peut-être qu'il y a des changements non seulement sur la pauvreté, mais surtout sur l'inégalité dans le pays, n'est-ce pas? Et donc de savoir s'il y a des groupes qui sont systématiquement plus bénéficiés que d'autres, par exemple par la politique, je pense que c'est une extension très intéressante par rapport aux analyses qu'on vient de voir. Et donc pour cela, il faut juste savoir et identifier s'il y a des sous-groupes de la population qui bénéficient davantage systématiquement que d'autres. Puis, encore une fois, bon, je pense que le professeur, en fait, ils nous ont offert un outil analytique, un outil méthodologique qui fait le mieux qu'on peut avec les données qu'on a. Donc, ici, on a une coupe transversale, donc une photo, si vous voulez, de la réalité. Mais ce qu'on peut faire, si jamais on a un panel de données, par exemple, c'est très intéressant, puisqu'on veut savoir, on aimerait savoir, avec cette même méthodologie, si la sortie de la privation, par exemple, elle est temporaire ou permanente, ou si elle a une longue vie ou une vie courte, si vous voulez. Donc, on peut faire toute une analyse, par exemple, de la stabilité ou la soutenabilité de la sortie de la privation à ce moment-là. Donc, mais pour cela, évidemment, il faut voir l'individu au moins une fois de plus dans le futur. Mais si jamais c'est le cas ou si jamais c'est possible, donc par exemple avec des registres administratifs, puisqu'on parle de problèmes de protection sociale, normalement on a des registres administratifs qui, des fois, suivent les individus comme ça au cours du temps. Donc il y a la possibilité de faire une analyse de la duration, si vous voulez, du succès qu'on est en train de voir dans la politique. Donc voilà, je pense que de toute façon, et puis je passe aux questions ensuite, je pense que le travail, donc je félicite et je remercie vraiment aux professeurs du travail qu'ils nous ont offert. Donc merci de le partager avec nos étudiants et avec tous les gens qui nous suivent en ligne. Je pense que vous avez touché à quelque chose de très intéressant. Donc, et puis je suis sûr que vous allez continuer. J'espère qu'on va continuer ensemble à réfléchir sur ce genre de choses, puisque je trouve que l'apport que vous avez fait, il est vraiment valable. Puis vous êtes dans la bonne direction. Là, ce que je dis ici, donc c'est juste des idées. Et puis voilà, on va voir jusqu'à quel point on peut les implémenter par la suite. Mais merci encore. Donc des applaudissements pour le professeur, si vous voulez. Merci. Puis voilà, donc je pense qu'on a juste le temps pour quelques commentaires et quelques questions. Donc voilà, s'il te plaît. Si jamais il y a des questions en ligne, vous pouvez les poser sans autre. Alors, merci beaucoup aux professeurs pour leur présentation et leur travail. En fait, j'avais la question sur le fait que réduire la pauvreté et peut-être augmenter. Je ne sais pas, est-ce qu'on pense à comment on finance ces programmes. Donc, peut-être qu'on les finance par une manière qui peut impacter en contrepartie la totalité de la population.
Donc ça peut être... deuxième chose, c'est par rapport à la question de ciblage, c'est quelque chose qui me dérange parce que je ne sais pas éthiquement, quand on cible les personnes qui sont proches de la frontière, enfin, qui sont faciles à sortir de la pauvreté, et on va dire qu'au niveau global, la pauvreté a diminué. Et donc, on pense à l'incidence sans penser à l'intensité de la pauvreté. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui me paraît pas juste parce que pour moi, si j'ai deux individus, un qui est très privé et un qui est peu privé, je peux penser à celui qui est trop privé pour alléger un petit peu sa privation au lieu de partir sur celui qui est légèrement privé et dire qu'au niveau global, on a réduit la pauvreté. Troisième chose, toujours par rapport à cette question de quantitatif-qualitatif. Par rapport aux indicateurs, quand on parle de school attendance, euh, on a démontré avec le programme TASIR que augmenter l'accès à l'éducation, c'est pas vraiment améliorer les performances des étudiants. Et on a remarqué que les étudiants au primaire, on a pu arriver à un taux d'accès de 100%, mais les performances n'étaient pas là, vu les résultats des programmes internationaux. Et dernière question peut-être, voilà, dernière question par rapport au choix des variables et par rapport à cette proposition que les variables sont indépendantes. euh, Enfin, pardon, les indicateurs, l'indépendance des indicateurs, j'ai pensé, déjà, il y a des indicateurs qui sont liés et ça m'a pris à l'idée des effets d'entraînement qu'on fait au niveau macro. C'est de travailler sur enfin, les secteurs d'activité, travailler sur un secteur qui aura plus d'effets d'entraînement sur un autre secteur. Donc, la même chose pour les indicateurs, faire un choix préalable sur les indicateurs pour voir sur lequel il faut agir en priorité et qui va avoir un impact sur les autres. Voilà, j'ai d'autres questions, mais peut-être je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, on prend d'autres questions et puis on répond. Oui, vas-y, s'il te plaît. Oh, I was gonna say, I'm happy to wait if you wanna answer. I'm gonna remove this because I'm listening to myself. Thank you so much for that presentation, and I appreciate and admire the effort to go through the impact evaluations and the simulations. And my questions were about whether you were able to perform any heterogeneity analysis, and if you had accounted for somehow the stratification when you do the randomization, which will allow you to capture that variation in the poverty profile, so as to speak. And then, because I'm also interested in the recommendation that we can give to the policymaker, I was wondering whether you can also incorporate, and perhaps this is more of an extension exercise. We know that when these programs are offered, the take-up varies a lot. And so that's, you know, in a sense, drives that distinction between the intention to treat these individuals and the treatment on the treated. And I think accounting for those or the different take-up rates that we might encounter depending on the program might give you very interesting insights as well, precisely because at the end of the day, we might be able to tell the policymaker from a cost effectiveness point of view what will be perhaps the most cost-effective way to decrease that MPI based on the combination of, like, you know, the take-up rates, the treatment on the treated, or the the intention to treat those individuals, which I think will complement your analysis. But thank you so much for that. Alors, là, tout au fond, tout d'abord, je pense que monsieur avait la main levée avant, et puis ici. Merci beaucoup. Je me présente d'abord parce que je viens de l'extérieur. Donc, j'ai vu qu'il y a une activité, je me suis inscrit, on m'a invité. Mais je crois comprendre qu'il s'agit d'un programme qui dure sur plusieurs semaines. Donc, je m'excuse si j'ai raté des choses. Mais en tout cas,
j'avais eu la chance de lire l'article de M. Abdelkhalak et j'avais eu la chance de travailler vie professionnelle sur un projet sur la mise en place des allocations familiales au Maroc. C'est un projet qui a été financé par l'UNICEF. On a été donc confronté à ces questions de pauvreté. Alors, je trouve que la problématique protection sociale et problématique pauvreté, ce sont des problématiques générales. Peut-être l'étude peut inciter à d'autres recherches, on va dire des sous-études, de voir quels sont les programmes de protection sociale qui sont les plus en mesure d'avoir un impact sur la pauvreté. Moi, je pose la question parce que on a l'expérience avec l'AMO, hein, avec l'AMO des populations vulnérables, le système RAMED, donc assurance maladie qui est une composante de la protection sociale. Et je voudrais savoir, est-ce que vous avez vu, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'études d'impact sur la RAMED, ce qui est étonnant d'ailleurs, mais est-ce que peut-être il y a des indicateurs sur quel est l'impact du RAMED, maintenant qu'on a quand même sur une durée qui a dépassé les 10 ans, sur la pauvreté. La deuxième chose, on a aussi le programme Tayssir. Comme Madame l'a dit, ça a permis un taux d'enrôlement assez intéressant, mais pour une qualité, je suis d'accord aujourd'hui pour le dire, qui laisse à désirer. Donc, ma question, la définition sociale, enfin, c'est l'ancienne ou la nouvelle stratégie, enfin le nouvel chantier de l'instruction sociale avec ses 4 composantes, c'est-à-dire l'AMO, les allocations familiales. Vous le savez très bien, c'est qu'on est passé, la première vision pour les allocations familiales, c'était de généraliser le système actuel, c'est-à-dire 300 dirhams par enfant au niveau des 3 premiers enfants, alors, population non couverte qui est de 7 millions d'enfants, en tout cas, qui est estimée à 7 millions d'enfants. Est-ce que, je ne dis pas ça par discrimination, est-ce que peut-être mettre le paquet sur une population peut-être plus jeune, est-ce que, enfin, ce sont des choix de politique publique, mais on ne va pas dire dans les politiques publiques, on va pas présenter la chose comme ça. C'est-à-dire agir peut-être sur une population qui peut avoir de l'impact sur une réduction notable de la pauvreté. Parce qu'il y a d'autres éléments, notamment les personnes âgées. Forcément, l'aide sociale à ces personnes, ça peut peut-être avoir de l'impact, mais en tout cas peut-être pas un impact global sur l'ensemble de la population. Donc finalement, je me pose la question, est-ce que dans ces programmes de protection sociale, agir sur les AF, les allocations familiales et les PIE, qui est en cours, donc pour 2025, indemnité pour l'emploi, est-ce que, à votre avis, votre expérience, au-delà de cette étude, ça ne pourrait pas avoir un impact plus notable sur la pauvreté? Merci beaucoup. On va- je me demandais en fait s'il y avait suffisamment pour une deuxième ronde, ou bien ici, donc une dernière. OK. Uh, Thank you very much. Mine is very more according to curiosity. Is like how are social protection programs coordinated with other public services such as education, health, to comprehend address to the MPA? Like there is a group to take the decision. There is a secretary, and how it works between all of yeah, all of the secretaries of that. C'est-à-dire, il dit que je vais mal dire. Merci. Merci tout le monde. Merci pour vos questions. C'est très intéressant. Juste pour vous dire, professeur, juste pour vous situer, nous avons un programme de recherche
qui couvre tout ce que vous venez de dire et je vais y revenir si j'ai un peu le temps. Mais je voudrais d'abord remercier Ricardo pour sa lecture très attentive. Il nous a déjà dit qu'il avait lu le papier et on est content d'avoir. Donc, je ne regarde pas ce que Dorothée a écrit, je réponds pour ce que moi j'ai écrit. La première, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que nous, on ne sait pas, dans le probit, les variables qui déterminent, qui sont explicatives dans le probit, on n'a pas fait tout le choix puisque ce n'était pas le corps qui nous intéressait, c'est beaucoup plus la méthode que la bonne sélection du modèle prédictif. On reconnaît que ce n'était pas ça. L'objectif du probit, c'était essentiellement pour le faire. Et on l'a fait en tête milieu urbain, milieu rural. Donc, c'était ça. Donc, oui, si on était dans un contexte où ce n'était pas la méthode qui nous intéressait, peut-être qu'on raffinerait la chose. Mais il faut être sûr qu'une chose, je le dis toujours aux étudiants lorsqu'on présente le chapitre sur ça, le probit, c'est pas, lorsqu'on dit déterminant pour une situation, ce n'est pas une causalité. Donc, vous pouvez avoir une variable qui est très importante en termes de probabilité, mais qui n'est pas nécessairement la plus déterminante. On est conscient de la chose, mais c'est l'outil que l'on a. Donc, si maintenant on veut faire une sélection entre les prédicteurs, et nous l'avons fait dans un autre travail, nos étudiants le savent, on peut utiliser la méthode de Shapley pour voir quelles sont les variables les plus importantes. Ou pour faire une stepwise, comme ça on a le modèle le plus important. C'est pas ce que nous avons fait. On peut le faire par dimension pour aller chercher le bon profil. Oui, nous l'avons fait dans ce cas seulement urbain-rural et c'est dans ce sens-là qu'on l'avait fait. Je rappelle qu'on est dans une situation qu'on est hanté. Donc, lorsqu'on parle dans la deuxième partie de ce que vous avez présenté, c'est comme si on était dans une situation post. Nous, on est dans une situation, on a une seule enquête et on voudrait faire le travail avant. Et donc, c'est tout. Pour la question de madame, pour ce qui est de quantité, effectivement, c'est une grosse question qui reste au Maroc. On a tout fait pendant 20 ans. J'ai un travail sur l'éducation au Maroc avec la Banque mondiale. Sur 20 ans, on a maintenant un taux d'accès à la scolarisation qui est très élevé, 98%, etc. Mais la qualité, on le sait, on est, c'est pas sûr, tous les tests nous mettent très en arrière. Et donc, c'est un vrai problème en termes d'évaluation de l'impact de la scolarisation généralisée par rapport à la qualité. Ce n'est pas le focus dans notre cas, mais c'est une question qui reste posée. Pour votre question, lorsqu'on essaye de regarder l'impact sur les traités ou non traités, on est dans les méthodes post, encore une fois. Ici, je répète que la seule enquête que nous avons, c'est une enquête de 16 000 ménages et que observer une seule fois et c'est tout. On peut faire des enquêtes complémentaires si on a des enquêtes panel et on a les enquêtes panel de l'ONDH sur lesquelles on peut regarder cette évolution ou encore lorsqu'on a le RSU, puisque là on a l'enregistrement. Il faut attendre la maturité, quelques années pour pouvoir le faire, mais on peut le faire. Pour les allocations familiales, chers collègues, nous avons un papier qui est publié dans Applied Economics sur l'impact des allocations familiales sur la pauvreté au Maroc. Donc, vous pouvez voir exactement ce qui se passe. Juste, c'est pas pour nous faire... Nous sommes les premiers à avoir fait sortir les 7 millions de combien d'enfants seraient touchés. Nous sommes les premiers. Donc, vous pouvez, je peux vous démontrer la chose. Et donc, c'est un autre papier que l'on a et qu'on voit directement quel est l'impact des allocations familiales sur la pauvreté, sur l'inégalité, et on peut le faire. Vous posez la question, est-ce que nous avons vu un travail sur l'AMO et sur le RAMED, sur la pauvreté? Il y a une présentation avec le professeur Belkacemi, qui était le directeur des enquêtes au niveau de l'ONDH. Oui, on l'avait avec, je crois qu'on l'avait présenté même dans le séminaire EASY de 2017. Donc, on a quelque chose comme ça. Pour Tessir, on peut en discuter longtemps. Ici, en parallèle avec cette formation, il y a la formation de JPAL. Et puis, les gens qui ont fait cette étude ont été là et on a discuté avec eux. Et comme on disait, on peut généraliser, mais on n'améliorera pas la qualité et c'est là où ça s'arrête. Je vais m'arrêter là puisqu'il y a beaucoup de choses. Pour la coordination, est-ce qu'il y a une coordination? Très difficile à dire que c'est oui. Dans le gouvernement actuel, on a fait quelque chose, moi je n'étais pas d'accord et je l'avais dit, c'est qu'on a rattaché le ministère de la Protection sociale au ministère de la Santé. Je considère que c'est une réduction de ce que c'est que protection sociale. Lorsque vous parlez santé,
et protection sociale, comme si la protection sociale, c'est seulement la santé. Et je crois qu'il y a un peu réducteur. Il me semble qu'il faut généraliser pour faire une coordination entre beaucoup de choses qu'on devrait avoir. Donc, il faut peut-être dans ce grand chantier la déplacer et la mettre mais il faut que ça soit puissant et non pas un ministère très petit. Il faut que ça soit puissant. Dorothée, tu peux venir me compléter puisque tu n'étais pas complet. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que c'est ça. Je crois que la question, il faut bien le repositionner. Vous avez mentionné beaucoup de choses. C'est un papier qui a un objectif bien précis. Donc, les choses que vous soulevez et la même chose pour vous. C'est intéressant, mais il faut se replacer. Donc, toi, Milady, on est vraiment exempté avec un objectif de qu'est-ce qu'on doit faire. Il y avait quand même un élément qui n'a pas été répondu, je savais qu'il n'allait pas répondre à tout. C'est la question de l'éthique. En fait, c'est un arbitrage, c'est de l'efficience économique, hein. Le gouvernement, il a une enveloppe. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne à peu de personnes qui sont très, très pauvres, très, très loin, très privées du bien, ou est-ce que on donne à plus de monde en disant on va faire sortir de la privation certains. Donc ça, c'est une décision. Nous, on a fait le choix dans l'article de dire on va choisir ceux qui sont le plus proches. On s'en parlait cet après-midi. Le nœud qui veut électrifier des villages va regarder peut-être là où c'est le plus facile de raccorder les villages pour toucher le plus de personnes. D'accord? Donc, d'un point de vue éthique, ça manque pas d'éthique de dire ça. Donc, il faut le penser de cette façon. Mais après, ça peut être un choix de dire je cible une population très, très privée, mais le coût ne sera pas le même. Donc, il y a cet arbitrage d'efficience qui est important. Bon, la corrélation, vous l'avez mentionné, ça c'est clair, c'est le dernier point mentionné. C'est un élément qui est en discussion, qui est sur la table. On en a discuté avec l'équipe OFI, on en a discuté avec l'équipe ESCOA. C'est vraiment quelque chose d'important. Non, comme il m'a mis, c'est au milieu des miens. Non, ben, c'est à peu près tout. Non, c'était les points. Juste une chose, le RSU, effectivement, risque, si on a accès à l'information, de nous donner beaucoup d'informations pour faire des suivis et éventuellement compléter par des analyses, d'autres types d'analyses. Donc, on a de l'espoir. On a déjà des étudiants qui font des stages au niveau du ministère où il y a le RSU. On leur a dit, oh, un beau sujet, ça serait de faire une évaluation de la mise en place du RSU, mais voilà, on pourrait avoir d'autres données pour ça. C'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. Bon, merci beaucoup à tous. Et je suis conscient du temps, en fait. Je pense qu'on a dépassé un petit peu le temps qu'on avait alloué, mais je pense que ça a bien valu la peine. Je suis sûr que vous êtes tous d'accord avec moi. Et donc, voilà, il nous reste encore une fois à remercier les professeurs de participer de ce programme, de l'école d'été qu'on a. Donc, c'était vraiment un plaisir. Puis surtout que c'est le début, en fait, de quelque chose qui est très important. Et puis voilà, je vous incite à continuer, puis à travailler ensemble aussi. J'espère que ça va être possible. Et puis, merci à tous de votre attention. Et puis voilà, donc plus de ça par la suite. Donc, bonne fin de journée à tout le monde. Merci encore.